Ceci est le chapitre 23 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Beaucoup de nos spectateurs étudient la programmation et beaucoup d'entre eux aiment construire du matériel. Comme vous le savez peut-être grâce aux vidéos précédentes, nous mettons beaucoup d'accent sur la compréhension de la magie entre le logiciel et le matériel et sur la maîtrise de cet art. Notre présentateur aujourd'hui est également un professionnel de haut niveau dans ce qu'on appelle cet art. Gergo Hrangli est un excellent ingénieur électricien et un expert dans des sujets allant des nuances matérielles à la programmation de haut niveau. Merci beaucoup pour l'introduction, Gergo. Oui, c'est le logiciel qui donne vie à notre électronique embarquée. C'est le matériel, la programmation, qui établit le lien entre le logiciel et le matériel. Mais tout cela n'a aucune valeur sans un matériel bien conçu avec les bonnes caractéristiques. Dans les chapitres précédents du programme, nous avons donné de nombreux exemples de différents actionneurs et capteurs. Mais maintenant, nous allons consacrer toute une conférence à plonger dans le monde des capteurs. C'est aussi l'un de mes sujets préférés. Il peut être fascinant de voir comment des mesures complexes peuvent être réalisées en mettant à votre service des effets physiques relativement simples. J'ai apporté un objet personnel en rapport avec le sujet. J'ai fabriqué cet appareil électronique dans l'un de mes lieux de travail. Il contient un microcontrôleur et plusieurs capteurs, mais nous en parlerons plus tard. Et j'ai apporté le chapeau de magicien de mon neveu. À ce stade, je voudrais souligner que vous ne devez jamais croire vos yeux et vos oreilles de manière inconditionnelle, mais toujours gratter sous la surface. C'est pourquoi nous voulons vous donner une introduction théorique approfondie aux capteurs, en commençant par les concepts de base. Le 23e chapitre du programme a été écrit par Thomas Peppo et relu par mon collègue Adam Szabo et moi-même. En général, les capteurs sont des transducteurs de signal qui convertissent une sorte de grandeur physique, par exemple l'intensité lumineuse ou la température, en un signal électrique. Le signal converti est ensuite transmis à un système qui le traite de la manière que nous souhaitons. Utilisation du signal. Un modèle général de capteur est montré dans la première figure. Du côté de l'entrée, nous avons besoin d'un mécanisme capable de mesurer un signal non électrique. Et du côté de la sortie, nous avons besoin d'un signal électrique que notre système embarqué pourra traiter. En pratique, les capteurs transforment généralement le signal d'entrée en un autre signal intermédiaire, non électrique, qui est plus facile à convertir. De voiture. A. Propulsion électrique. Signal. Par exemple, lorsque nous voulons mesurer la luminosité, nous pouvons tirer parti du fait que la résistance de certains matériaux change en fonction de la lumière à laquelle ils sont exposés. Nous pouvons maintenant mesurer facilement la résistance des soi-disant résistances photosensibles fabriquées à partir de cela. Par exemple, en intégrant un capteur dans un diviseur de tension et en mesurant la tension de sortie de ce diviseur. De cette façon, nous pourrons mesurer l'illuminance en mesurant simplement la tension. Maintenant, creusons encore plus profondément. Voyons quels sont les différents composants que l'on trouve généralement à l'intérieur du capteur. Un capteur simple n'a que deux composants. L'unité de capteur, qui mesure la grandeur physique et la convertit en une certaine grandeur intermédiaire, et le transducteur, qui convertit cette grandeur intermédiaire en un signal électrique. Il convient de noter que ce signal est composé du signal d'entrée et d'un bruit omniprésent. On peut donc l'appeler un capteur, ou plus précisément, un capteur simple. Nous ne pouvons pas utiliser uniquement des capteurs simples. Nous pouvons utiliser des capteurs intégrés. Ces capteurs peuvent avoir des capteurs simples à l'intérieur et un circuit qui collecte et évalue les mesures de tous les capteurs simples. Un autre avantage des capteurs intégrés est qu'ils effectuent généralement un ajustement des niveaux de signal
ce qui fait que la plage de tension de sortie du capteur correspond aux plages de tension analogiques habituelles, souvent utilisées et peuvent être facilement traitées avec des microcontrôleurs. Nous appelons capteurs ceux qui ne se contentent pas de fournir le signal mesuré sous forme de tension analogique, mais qui le traitent également, des capteurs intelligents. Le traitement du signal peut être, dans le cas le plus simple, une conversion analogique numérique, qui crée un signal numérique à partir de la tension analogique. En général, ces capteurs contiennent un microcontrôleur intégré qui évalue le signal mesuré et le traite selon certains paramètres. Et cela fonctionne correctement pour les paramètres. Nous pouvons communiquer avec ces capteurs intelligents via les protocoles de communication habituels que l'on trouve couramment dans les microcontrôleurs tels que UART ou SPI. L'IA, si vous pouvez vous en occuper, et nous pouvons modifier le comportement de traitement du signal du capteur avec différents paramètres. Un capteur peut être assez complexe, surtout s'il s'agit d'un capteur intelligent. Vous avez entouré le bus de données dans le coin inférieur droit de la figure et donné des exemples de façons possibles de communication. Quel bus de communication verrons-nous le plus souvent? La réponse correcte à cela est « cela dépend ». Si la sortie d'un capteur n'est pas un simple signal binaire, mais une série de bits, alors cela doit être transmis correctement sur un canal de communication. Nous avons deux options. La communication série ou parallèle. Le nombre représentant la quantité mesurée qui doit être sortie peut avoir de nombreux bits. Le nombre peut être un nombre binaire, communication parallèle. Avec la communication parallèle, nous avons besoin d'un fil de signal pour chaque bit. Il est facile de voir que c'est vraiment rapide, car tous les chiffres atteignent le microcontrôleur en même temps, donc les données peuvent être lues en une seule étape. Son utilisation n'est réalisable que sur de très courtes distances, généralement à l'intérieur de l'appareil, par exemple pour les bus de mémoire dans un ordinateur. Les FIS utilisent beaucoup de broches pour le microcontrôleur émetteur et le microcontrôleur récepteur. Le secrétaire Monsieur Chita était dans le grenier. Ce qui n'est souvent pas permis, car nous devrions utiliser un dispositif avec un nombre de broches plus élevé et la taille du circuit augmenterait également considérablement. Maintenant, en regardant ces faits, on peut dire que la plupart des capteurs intelligents ne fournissent pas une grande quantité de données difficiles à gérer, et souvent, nous voulons transmettre la valeur mesurée relativement loin. Dans la plupart des cas, nous ne rencontrerons pas de communication parallèle, mais de la communication série. Dans la communication série, un seul fil est utilisé pour transférer des données dans une seule direction. Dans cet exemple, du capteur au microcontrôleur, où les bits sont envoyés un à un, les uns après les autres. La tâche la plus importante du récepteur et de l'émetteur est de rester synchronisés. La synchronisation peut être réalisée de plusieurs manières, par exemple en transmettant un signal séparé qui représente le timing des données, c'est-à-dire un signal d'horloge. Maintenant, nous connaissons la différence entre les capteurs simples, intégrés et intelligents. Ou nous soupçonnons que les capteurs intelligents, et nous le savons, dans le cas des capteurs intelligents, nous rencontrerons principalement la communication série qui peut être mise en œuvre via les bus de communication I2C, SPI et UART. Nous le montrons aussi dans la vidéo, mais ça vaut le coup de le télécharger depuis le site web ou d'ouvrir le programme dans l'application mobile. Car il inclut des graphiques qui classifient les capteurs selon différentes approches. Si vous voulez vraiment entrer dans les détails, vous pouvez classer les capteurs selon, par exemple, l'énergie nécessaire pour les faire fonctionner. Nous pouvons distinguer entre les capteurs actifs et passifs. Oui, mais cette définition peut facilement être mal comprise. Nous ne parlons pas de la nécessité de connecter l'alimentation au capteur ou non. Un capteur actif est par exemple un télémètre ultrasonique.
Il ne nécessite pas de source d'énergie externe, ni de source de signal, car il émet lui-même l'ultrason, et mesure ensuite le délai du signal réfléchi par l'objet un peu plus tard, duquel il détermine la distance. Un capteur passif, par exemple, est une résistance photosensible qui nécessite de l'énergie externe, un effet physique externe, pour fonctionner car il mesure l'intensité de la lumière provenant d'une source ou de sources externes. Classification selon l'énergie requise pour le fonctionnement. En termes de source d'énergie, nous pouvons parler d'un générateur actif, qui ne nécessite pas de source d'énergie séparée, mais prend l'énergie dont il a besoin pour fonctionner, du milieu surveillé. Nous pouvons parler de capteurs de type modulateur passif, qui nécessitent une source d'énergie externe pour fonctionner. Nous pouvons également classer les capteurs selon leur principe de fonctionnement. Ils peuvent être des capteurs analogiques ou numériques. Par exemple, la sortie d'un capteur de thermomètre simple est une résistance analogique, ou, après quelques conversions, une valeur de tension analogique. Ce qui nous permet de mesurer la température avec le logiciel. Mais un capteur de proximité inductif, par exemple, a une sortie numérique, car il détecte soit un métal à proximité, soit il ne le détecte pas. Tout cela est bien et bon à savoir, mais le plus souvent, la première chose que nous allons faire est de classer, différencier, rechercher et étudier les capteurs dans les boutiques en ligne en fonction de la quantité à mesurer. Sans lire tout le tableau, je vais mentionner quelques exemples. Les capteurs mécaniques sont, par exemple, des jauges de déplacement sur les machines CNC, des accéléromètres dans nos téléphones portables, des manomètres dans nos voitures, où ils mesurent la pression du circuit de freinage. Le groupe des capteurs électriques et magnétiques comprend par exemple des capteurs de champ magnétique ou, parmi d'autres, des capteurs de courant basés sur la résistance. En regardant le tableau, plus le fondement théorique de la mesure est complexe, plus les capteurs seront exotiques et passionnants. Veux-tu dire? Eh bien, par exemple, il y a les capteurs biologiques. Par exemple, vous pouvez les utiliser pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang en regardant le ratio des hémoglobines dans le sang qui transportent l'oxygène. Le capteur actif contient une LED rouge et une LED infrarouge, qui émettent de la lumière. Les hémoglobines qui transportent l'oxygène et celles qui ne le transportent pas absorbent la lumière à des taux différents. La lumière non absorbée est mesurée par une photodiode dans le capteur et le calcul est effectué par un microcontrôleur ou un ingénieur spécialisé en électronique médicale. Je sais que je m'étends un peu ici, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Tu as raison là-dessus, mais souviens-toi du débitmètre de masse d'air de Subwatch Variable dans la vidéo du chapitre 20 du programme. Il avait une plaque métallique chauffée et nous avons mesuré la température en retour. Vous avez besoin d'une cuillère à café de mesure de la température externe et d'une pincée de calcul, et vous obtenez de jolies données sur le débit massique, et nous n'avons utilisé aucune pièce mobile. Pour faire ODOT, c'est eux. Escalan Cosam Moscow a au moins travaillé. Ce qui est très sain parce que ça a du sens. Parce que tout ce qui bouge va tomber en panne et la pression artérielle du propriétaire va exploser. D'accord, j'ai délibérément pris de temps parce que je sais qu'une partie importante de cette vidéo arrive. En effet, nous devons également apprendre les caractéristiques statiques des capteurs, ainsi que quelques concepts de base. Sinon, nous ne pourrons pas utiliser correctement de nombreux capteurs. La principale chose qui décrit un capteur est la courbe des caractéristiques statiques. C'est la relation entre le signal d'entrée et le signal de sortie du capteur. Si nous voulons faire n'importe quel type de mesure, nous ne pouvons pas ignorer cette fonction. Peut-être que la manière la plus simple d'illustrer le concept est par l'exemple d'un capteur de lumière. Cette figure que vous allez voir illustre un cas général. La figure doit être interprétée comme montrant la quantité physique mesurée sur l'axe des X, dont l'unité de mesure correspond à la quantité physique à mesurer, et l'axe des Y, comme les valeurs mesurées cartographiées par le capteur.
La fonction elle-même montre la relation entre les deux quantités. Une caractéristique statique est linéaire s'il existe une proportionnalité directe entre les signaux d'entrée et de sortie. Il est montré en orange dans la figure. Ce serait le cas idéal. Nous pourrions travailler avec ça facilement plus tard. Malheureusement, la réalité diffère de l'idéal la plupart du temps. La courbe noire montre un exemple d'une caractéristique avec diverses erreurs. Examinons quelles erreurs nous pouvons observer et définir. Sur la courbe non idéale, l'erreur de décalage ou décalage est la valeur que le capteur fournit lorsque l'entrée est nulle sur la courbe de caractéristiques statiques. C'est la valeur de f lorsque x est égal à 0 de la caractéristique statique. La sensibilité, marquée par E, est la réactivité, c'est-à-dire la pente de la caractéristique statique. La capacité de donner. Cela signifie que si vous vous déplacez d'un pas vers la droite sur l'axe des x, combien la valeur y change. S'il change beaucoup, la caractéristique est assez raide. S'il change un peu, la caractéristique est plate. Si vous changez peu, alors votre caractéristique est plate. Le seuil de détection visible dans la figure est la valeur d'entrée minimale qui a une sortie valide, et c'est la plus basse valeur que notre capteur peut distinguer. Parce que notre capteur ne peut pas distinguer les valeurs plus basses, f s'aplatit dans la figure, devenant presque horizontale. À brun, dans la proximité causale apostolique fxl. Malik. La figure montre que la courbe est totalement ou du moins presque horizontale. Deux valeurs x différentes ont le même signal de sortie. Donc, même si nous mesurons une valeur f donnée de x, nous ne savons pas à quelle valeur x elle appartient. Pour un exemple spécifique, il est inutile de mesurer la résistance de 9768 ohms si deux valeurs d'illuminance différentes ont des valeurs de résistance presque identiques. Il est important de se rappeler que dans un capteur réel, certaines de ses propriétés sont très difficiles ou impossibles à mettre en œuvre. Donc dans le monde réel, nous devons toujours faire des compromis si nous voulons un capteur précis, facile à utiliser et abordable. Malgré cela, avec la précision requise et la plage d'entrée dans les mesures pratiques, ces compromis ne posent généralement pas de problème. Comme un problème de compromis, certainement. Un bon exemple est que nous ne voulons généralement pas mesurer des poids arbitrairement grands, comme une voiture ou une personne, avec une précision en microgrammes. Une précision d'1 kg ou d'un quart de kilogramme peut être plus que suffisante. merci beaucoup pour votre attention. Voici les concepts de base des capteurs les plus importants. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons avec des exemples plus spécifiques. À bientôt. Au revoir.